J'ai trouvé les WC avec la plus belle vue sur Béziers, dans l'ancien palais des évêques. Regardez-moi ça. Si ça vous inspire pas... Béziers, durant l'Antiquité, c'est une des plus vieilles villes de France. C'est peut-être même la plus vieille ville de France, parce qu'on y a retrouvé récemment des vestiges grecs qui sont antérieurs aux plus anciens vestiges retrouvés jusqu'ici à Marseille. Voilà, donc c'est peut-être Béziers la plus vieille ville de France. Le débat n'est pas tranché. En tout cas, ce qui est sûr, c'est à Béziers que passe la plus vieille route de France, la mythique voie héracléenne, dont le nom nous vient d'Hercule, le héros de Homère, qui pour son 10e travail serait venu ici, lorsqu'il a dû piquer des bœufs au légendaire Gérion, et donc il aurait emprunté cette voie qui existait. On ne sait pas s'il l'a emprunté, on ne sait pas s'il a existé, mais il y avait véritablement une voie héracléenne qui passait ici, et qui passait par Béziers. Alors, on ne sait pas exactement où elle était, hein. Là, il y avait des étangs, hein. Regardez d'ailleurs derrière moi, ce que vous voyez là, ce disque impressionnant, c'est un ancien étang asséché qui date du XIIIe siècle, et qui était irrigué pour permettre l'agriculture et qui profitait de tous les étangs aux alentours. D'ailleurs, à côté, vous avez un bled qui s'appelle Capestan. Eh bien, ça vient de l'étang, hein, de Capestan, justement. Donc, il y avait des étangs partout. Donc, cette voie héracléenne est passée par ici. Elle allait jusqu'à Béziers. Et le long de cette voie, sur des collines, sur des hauteurs, vont s'installer des oppidums avec des populations pré-romaines. Ça va des Celtibères, en passant par les Grecs, les Élisiques, les Longostalettes. Donc, à Béziers, ils vont s'installer bien avant l'arrivée des Romains. Et ici aussi, là où je suis, sur l'oppidum dans ces runes, qui est magnifique, il y a des vestiges incroyables, très parlants. Et pour moi, le plus beau symbole de cette proto-histoire de Béziers, qui verra passer toutes ces populations pré-romaines, donc les Grecs, les Celtibères, les Longostalettes, les Élisiques, il est derrière moi avec le formidable oppidum dans ces runes qui jalonnait, qui surplombait la voie héracléenne, et vous en avez derrière moi des remparts. Ces remparts qui certainement ont vu passer les éléphants d'Hannibal au IIIe siècle avant notre ère. Mais donc, c'est vraiment avec les Romains que Béziers va véritablement se développer, ou en tout cas prendre le dessus sur les autres oppidums qui sont situés de part et d'autre à l'époque, sur la voie héracléenne, devenue avec les Romains la Via Domitia, la voie domitienne. Alors, Béziers se développe parce que César va y installer les vétérans d'une légion romaine, et du coup ça fait de Béziers une ville avec un statut romain. Alors attention, Béziers n'atteindra certainement pas le prestige de ses puissantes voisines, comme Narbonne, Nîmes ou Arles. Il n'empêche qu'elle va quand même avoir un certain prestige, comme le prouve derrière moi, dans ce jardin des anciennes arènes, les arènes de la ville, les arènes de Béziers. Et je peux vous dire que durant l'Antiquité, avoir des arènes, c'est pas donné à tout le monde. Et avec les Romains, eh bien notre voie héracléenne, qui doit son nom au légendaire héros grec Hercule, va devenir la très concrète Via Domitia, qui doit son nom au proconsul romain Domitius Aenobarbus, qui a conquis la Gaule pour Rome au IIe siècle avant notre ère. Du coup, cette voie Domitia, elle relie Béziers. Autrefois, il y avait un gué gaulois. Eh bien, avec les Romains, il y aura un pont pour enjamber l'Orbe et relier Béziers. C'est ce pont que vous avez derrière moi, qui date pas des Romains, il date du Moyen-Âge. C'est le pont vieux, mais à l'origine, il a été bâti par les Romains. Et c'est donc notre Via Domitia qui, dans Béziers, devient la rue Canterelle. Vous connaissez mon amour, ma passion pour les routes de France, pour les rues. Eh ben, je peux pas résister au plaisir de vous montrer le point zéro des rues de Béziers à l'époque romaine, c'est-à-dire le point central où convergent les deux axes majeurs romains quand ils construisaient des villes durant l'Antiquité, à savoir le Cardo Maximus, l'axe nord-sud, ici à Béziers c'est la rue Saint-Jacques, et l'axe est-ouest, le Décumène, ici à Béziers c'est la rue Canterelle. D'ailleurs la rue Canterelle c'est pas autre chose que notre Via Domitia qui passait ici à Béziers. Donc c'est vraiment un point stratégique, hyper important, et donc c'est pas
hasard si c'est ici, selon la légende, qu'au 1er siècle aurait été supplicié le premier évêque chrétien de Béziers, Saint Aphrodise. Évidemment, le christianisme à l'époque c'était interdit, donc il aurait été découpé ici. C'est un peu l'équivalent de Saint-Denis. Voilà, on lui a coupé la tête. Il est là. Béziers, au début du Moyen-Âge, c'est une ville qui, après la chute de l'Empire romain, va susciter les appétits de nombreux envahisseurs. On va avoir les Visigoths, les Sarrasins, les Francs, ensuite ça va être l'Empire de Charlemagne, mais à la fin de l'Empire de Charlemagne, autour de l'an 1000, eh bien on va rentrer dans une nouvelle période, la féodalité. Tout va exploser en une myriade de petits domaines, de petites seigneuries, de petites baronnies, de petites comtés, et donc Béziers va devoir se replier sur sa colline, derrière des remparts, avec un seigneur de Béziers, puis bientôt un vicomte de Béziers qui va avoir fort à faire pour surveiller l'appétit de ses turbulents voisins. On a à l'ouest les comtes de Toulouse, on a au sud les Catalans, la famille Béranger, les Barcelonais, et donc nos vicomtes de Béziers, en particulier une famille très célèbre, les Trincavel, vont devoir vraiment faire gaffe pour surveiller leur petite cité là qui s'est protégée derrière des remparts sur sa colline là, surplombant la rivière l'Orbe, pour protéger notamment l'axe de toujours, la Via Domitia, cet axe est-ouest qui passe dans Béziers et qui enjambe l'Orbe avec le Pont-Vieux. Le Pont-Vieux, qui est un ancien pont romain, qui a ensuite été reconstruit au Moyen-Âge. D'ailleurs, on voit qu'il est en travaux, il est sans cesse remanié. Mais ce Pont-Vieux, c'est quand même encore ce qui permet à Béziers de rayonner. Même si le temps n'est plus au commerce autour de l'an 1000, il est plutôt à la défense militaire. On se contracte derrière des remparts sur la colline. Mais surtout, Béziers au Moyen-Âge, c'est le terrible saccage de la ville par les croisés, par les forces du Nord de Philippe Auguste, le roi de France, avec l'appui du pape. Et oui, c'est l'épisode terrible et tragique de la croisade des Albigeois contre les hérétiques, contre les cathares. Mais en fait, tout ça n'était qu'un prétexte qui dissimulait une volonté politique d'envahir le Languedoc et plus largement le sud-ouest. À Béziers, le vicomte de Béziers, c'est la célèbre famille des Trincavel, et lui il est plutôt modéré, il est plutôt pour le compromis, les hérétiques, les cathares, ça le dérange pas trop, ça plaît pas au roi de France, ça plaît pas au pape, et donc ils envahissent tout le monde. En plus, à l'époque, il y a le comte de Toulouse qui veut sauver sa tête et qui s'associe au roi de France. Donc du coup là encore plus, Trincavel, il va résister à tous ses opposants, tous ses adversaires politiques. Béziers, avec ses bourgeois, se calfeutre derrière ses remparts sur sa colline, elle est réputée inexpugnable, et ça va pas le faire. Non, au contraire, Béziers va se faire enfoncer, va se faire ouvrir par des fanatiques de toutes sortes qui vont se mettre à massacrer la population. Près de la moitié de la population va être passée au fil de l'épée, alors qu'il n'y avait que quelques centaines de cathares, d'hérétiques. Et bien c'est près de 5000 personnes qui vont se faire massacrer, et l'église, la religion n'aidera pas grand chose. Et pour moi, le terrible symbole de ce massacre, de ce sac de la ville par les croisés venus du Nord, il est derrière moi, avec l'église de la Madeleine, une des plus vieilles églises de Béziers, où la population va trouver refuge, aussi bien catholique que cathare. Et c'est là où il va y avoir cette fameuse phrase terrible, légendaire, qu'on prête au légat du pape de l'époque qui s'appelait Arnaud Amaury, qui devant l'église de la Madeleine dira à ses forces: « Oh bah écoutez, on va pas faire le tri, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens dans cette église. » Alors après ce terrible massacre, eh bien la ville de Béziers, ce qu'il en reste, sera rattachée au royaume de France. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, le comte de Toulouse qui s'était associé à ça, il n'en sortira pas grandi le gars, et bien de toute façon, il sauvera pas sa tête, puisque quelques années plus tard, le comté de Toulouse aussi sera rattaché à la couronne de France, notamment après la terrible bataille de Muret en 1213. Alors, le sac de Béziers au Moyen-Âge, ça a été terrible. Et d'ailleurs, on en a une belle représentation dans le musée Fayet, qu'on doit à un peintre du 19e siècle qui s'appelait Sylvestre. Donc, c'est un peu style pompier. Et ce qui est amusant, c'est que ce peintre a choisi pour perspective, pour raconter donc, le saccage de la ville, eh bien, cette place. Là, la place Pépézuc, avec en enfilade la rue Française. Voilà, ça s'est passé là, et c'était assez terrible. Et là, vous vous dites, oui, d'accord, c'est bien beau le sac de Béziers, mais Pépézuc, c'est quoi? C'est qui? Eh bien, Pépézuc, c'est lui!
Le voilà Pépézuc, figure incontournable du patrimoine de Béziers. Alors au départ, Pépézuc, ça c'est un moulage, hein, l'original il est conservé dans le musée Biterrois, mais Pépézuc c'était une statue d'un empereur romain, on ne sait pas trop si c'était Auguste, Tétricus ou même Hercule, mais en tout cas d'ailleurs on ne sait pas trop si c'est sa tête originelle, mais en tout cas c'est Pépézuc, et qui ne connaît pas Pépézuc, hein Pépézuc, il y a plein de légendes autour de lui. Béziers, à l'époque moderne, c'est une ville qui, après la guerre de 100 ans, après les guerres de religion, va définitivement opter pour la fidélité envers le royaume de France et les catholiques. Et le plus beau symbole de cette fidélité envers le trône et l'autel, eh bien, il est derrière moi avec les vestiges du palais épiscopal, le palais des évêques de Béziers, hein, qui est tout contre la cathédrale Saint-Nazaire. Et les vestiges que vous avez derrière moi, ils datent du XVIIe siècle, hein, quand l'évêché va être aux mains d'une puissante famille italienne fidèle à Rome, les Bonzi. C'est vraiment à cette époque où la ville, qui est devenue une sénéchaussée, va être un important relais administratif, hein, pour le royaume de France dans le Languedoc. Béziers devient une ville importante, hein, avec donc tout un tissu de noblesse de robes, des avocats, des parlementaires, des financiers qui s'installent ici et qui font de Béziers une ville tranquille, une ville pépère, une ville prospère, qui commence d'ailleurs au niveau du commerce à développer le vin, qui va être le grand avenir de Béziers au XIXe siècle. Ah non, le palais des évêques de Béziers, c'était vraiment un des principaux centres du pouvoir de la ville, hein, sous l'Ancien Régime. D'ailleurs, après la Révolution, c'est devenu le palais de justice. Voilà, enfin, aujourd'hui, maintenant, c'est désaffecté. Et il y a un projet de musée, le projet muséal, qui va être magnifique, sur l'histoire de Béziers, l'art, etc. Alors, à l'époque moderne, il y a aussi une création incroyable dont Béziers va pouvoir profiter. C'est quelque chose voulu par Louis XIV, le canal du Midi. Alors ce canal du Midi, on le doit à un ingénieur natif de Béziers d'ailleurs, Pierre-Paul Riquet, donc c'est tout à fait normal. S'il passe par Béziers, ce canal du Midi, il relie Toulouse à la Méditerranée, puis il est prolongé plus tard avec le canal latéral à la Garonne jusqu'à l'océan Atlantique. Donc en fait, c'est un canal des deux mers qui était voulu déjà envisagé par Riquet. Et du coup, Béziers va pouvoir profiter de cette voie navigable pour faire circuler ses marchandises. D'ailleurs, ils auraient pu en profiter davantage, hein, ils n'en ont pas profité assez, mais aujourd'hui, Béziers va pouvoir en profiter puisque ce canal du Midi, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Du coup, il y a des centaines de milliers de visiteurs qui viennent ici voir le canal du Midi, notamment à Béziers, les 9 écluses de Fontserrane qui sont là derrière moi, regardez. Béziers, à l'époque contemporaine, c'est une ville qui va d'abord devoir se remettre de la Révolution. Ah oui, en effet, sous l'Ancien Régime, Béziers était une ville assez conservatrice, administrative, catholique. Donc du coup, à la Révolution, ça va un petit peu charcler, hein. Béziers va perdre son épiscopat et va aussi perdre un peu son statut de ville capitale au profit de Montpellier, qui devient la préfecture de l'Hérault. Mais les habitants de Béziers ont de la ressource, hein. Ils vont devoir se réinventer et ils vont le faire grâce au terroir environnant. Comme toujours, Béziers arrive à capter les richesses de la région, notamment le vin. Et oui, Béziers va devenir la grande ville viticole de France du 19e siècle. Déjà parce que contrairement aux autres terroirs viticoles de France, notamment dans la seconde période du 19e siècle, eh bien Béziers va échapper au phylloxéra. Le phylloxéra, il va arriver un petit peu plus tard à Béziers et du coup on aura trouvé la parade pour sauver la vigne. Une vigne qui va du coup rayonner, inonder toute la France, notamment en servant de base pour alléger le vin. C'est vrai que le vin de Béziers, il sert dans ces assemblages-là et on produit en quantité. C'est une vigne à grosse grappe, donc ça en fait plein du vin et ça va permettre aux négociants, aux vignerons de s'enrichir. Et le symbole de cette richesse capitale pour Béziers au 19e siècle autour du vin, il est derrière moi avec des châteaux dits châteaux pinardiers où les riches vignerons, les riches négociants, les familles Fayet ou Viennais vont afficher leur réussite et leur richesse insolente autour du vin dans de magnifiques domaines, dans de magnifiques châteaux comme ici le château de Ressac. Attention, c'est pas n'importe quoi, Ressac à la base c'était une villa gallo-romaine mais au 19e siècle il va être réaménagé, amélioré notamment par le célèbre architecte Garros et le parc aussi par le célèbre Buller avec
des serres, avec des grottes, un petit peu comme au jardin d'acclimatation. Vous allez voir, c'est par ici. Alors, la vigne intensive, la monoculture, c'est bien, mais quand il y a des crises, c'est moins bien. Et oui, en plus, à Béziers, la population va quadrupler avec cette intense activité agricole. Et à cause de la surproduction, à cause aussi de la concurrence étrangère, à cause aussi de vins trafiqués, le marché va s'effondrer. Ça va entraîner une crise terrible en 1907 et la révolte des vignerons. Ça va chauffer pour la République, ça va chauffer pour Clémenceau, hein, il va flipper le gars. La révolte, elle va être réprimée dans le sang, sauf à Béziers, où la troupe refusera de tirer sur les ouvriers, sur les vignerons. Et grâce à cette révolte, qui sera maîtrisée quand même durement, eh bien on va enfin prendre conscience qu'il faut contrôler le marché, hein. Il faut bannir les vins trafiqués, il faut commencer à vérifier les appellations, et c'est ce qui fait que si aujourd'hui le Languedoc-Roussillon reste la première région viticole de France, hein, voire du monde, eh bien à la quantité s'est ajoutée aujourd'hui la qualité. Excellent. Et oui, Béziers se prend pour Paris durant l'époque contemporaine. Du coup, elle va avoir ses halles Baltard. Mais mieux qu'à Paris, ici à Béziers, les halles Baltard, elles ont été conservées. Ah bah oui, hein, Béziers veut ressembler à Paris, hein, au 19e siècle. Il y a la rue de la République, des immeubles haussmanniens, le petit Paris. Grosse tentation, grosse tentation. Ah non, hein, Béziers veut ressembler à Paris au 19e siècle, hein, avec ses grands boulevards, les allées Pierre-Paul Riquet et son théâtre, ambiance boulevard du crime. Ah non, vraiment, Béziers veut ressembler à Paris au 19e siècle. Hein. Regardez ça derrière moi, là. On se croirait au but de Chaumont, le plateau des poètes, avec la fontaine du Titan, d'un Jalbert. Hein. C'est magnifique. C'est plus beau qu'à Paris. Béziers aujourd'hui, c'est une renaissance patrimoniale hallucinante. Il y a des travaux partout dans la ville. Elle fait sa mue, elle fait sa chrysalide. Elle est en train de mettre en valeur son passé pour mieux préparer son avenir. Et pour moi, le symbole de cet embellissement hallucinant, il est ici, derrière moi, avec la création d'une gigantesque liaison douce qui va permettre de relier le haut de la ville, la colline, avec le bas de la ville, avec le fleuve, l'Orbe, mais aussi avec le canal du Midi et nos écluses de Foncérane, patrimoine mondial de l'UNESCO, avec des centaines de milliers de visiteurs. Ainsi, avec la création de cette liaison douce, hein, qui part de la Via Domitia, regardez notre pont vieux là, qui devient la rue Canterelle, qui depuis toujours est la colonne vertébrale de Béziers. Eh bien, cette liaison douce, elle va permettre de capter les centaines de milliers de visiteurs qui vont voir le canal du Midi et qui dorénavant, avec cette liaison douce, vont pouvoir monter, visiter la beauté de Béziers. Ça va faire de la richesse, ça va faire du tourisme. Bien joué, Béziers. Ah, là, ça sent histoire et patrimoine. Il n'y a pas moyen de passer dans Béziers sans faire un petit détour par le 6 rue d'Alsace, parce que c'est ici qu'est né Jean Moulin. Eh oui, grande figure de la Résistance, grand bonhomme de Béziers, entre ici Jean Moulin.